Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation des résultats annuels du groupe SFPI 2022. Je crois que nous sommes une petite centaine de personnes connectées, donc merci à vous tous qui suivez cette présentation et bienvenue. Cette présentation, comme d'habitude, est en live, un chat est à votre disposition. Sophie et Sarina, qui sont à mes côtés, reçoivent les questions et nous les transmettrons en fin de réunion et comme ça nous essaierons d'y répondre dans la mesure du possible. Évidemment, cette vidéo de présentation ainsi que les slides seront disponibles en fin de journée sur le site internet de la société, Partie Investisseurs. Donc le groupe SFPI a été créé, pour vous tous qui nous suivez depuis de nombreuses années. Au 31 décembre 2022, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de l'ordre de 629 millions d'euros dans le secteur de l'industrie de la protection. 42% de son chiffre d'affaires est réalisé à l'international. Essentiellement pour nous, l'international, c'est l'Europe. C'est ce qui est illustré par la carte qui est devant vous. Et le groupe comptait, au 31 décembre 2022, 4164 collaborateurs. Donc 45% sont des collaborateurs situés hors de France, pour 42% de notre chiffre d'affaires. Je tiens à signaler que cet effectif s'est accru au cours du second semestre de l'année par l'arrivée des collaborateurs du groupe Vaux&Vaux qui sont au nombre de 310 et qui sont intégrés à ce nombre total de collaborateurs. Les chiffres clés, pour la plupart d'entre vous, vous en avez pris connaissance ce matin à la lecture du communiqué que nous avons publié. Donc le chiffre d'affaires s'élève à 629 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 60 millions d'euros de plus que l'année dernière, une belle progression de l'ordre de 10,6%. Cette progression, elle a entraîné un résultat opérationnel courant en léger retrait par rapport à celui de l'année dernière et on aura l'occasion au cours de cette présentation de vous en expliquer les raisons. Un EBITDA à 57 millions qui est globalement au même niveau que celui de l'année dernière. Un excédent financier net de l'ordre de 25 millions d'euros qui a décru, mais essentiellement en raison des investissements industriels que nous avons réalisés qui s'élèvent à hauteur de 23 millions d'euros et également en raison des investissements en acquisition de sociétés au nombre de 2, et enfin, vous le verrez dans le cours de cette présentation, un accroissement significatif de notre besoin en fonds de roulement lié à un certain nombre de raisons conjoncturelles et à la croissance de notre activité qu'on aura l'occasion de vous développer pôle par pôle. 23 millions d'euros, c'est une année record d'investissement industriel pour le groupe. La moyenne, l'année dernière, nous avons fait 10 millions d'euros d'investissement industriel et la moyenne sur les 4 à 5 dernières années est de l'ordre de 14 à 15 millions en termes de trend d'investissement. Ce chiffre d'affaires, bien évidemment, est décomposé dans nos deux branches d'activité. La branche activité du bâtiment qui s'appelle sécurisation et confort du bâtiment, 440 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 49 millions de plus que l'année dernière. Cette croissance provient pour 10 millions d'euros chez Dome Security, puisque nous finissons à 208 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit 10 millions de plus que l'année dernière. Le groupe MAC, mais on y reviendra dans les prochains slides, a vu sa croissance dopée en partie par de l'organique, mais surtout par l'intégration à hauteur d'un peu plus de 20 millions d'euros à compter du 1er août 2022 du chiffre d'affaires de la société Vaux&Vaux. Donc il y a une contribution de l'ordre de 20 millions d'euros sur les 39 millions de progression par rapport à l'année dernière. Voilà donc une branche d'activité bâtiment qui a bénéficié à la fois de la dynamique des marchés, de la hausse des prix que nous avons dû appliquer pour faire face à l'accroissement de nos coûts de production et à l'intégration de la quote-part de chiffre d'affaires du groupe Vaux&Vaux chez MAC. NEJKF, le périmètre, la branche d'activité industrie et traitement de l'air, composée de NEJKF et de MMD, a eu un périmètre d'activité en termes d'activité stable, puisqu'il n'y a pas eu d'entrée de périmètre. Par contre, les deux sociétés ont bénéficié d'une bonne dynamique, tout particulièrement NEJKF, puisque son chiffre d'affaires est passé de 118 millions d'euros à 129 millions d'euros, soit plus 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, 70% du chiffre d'affaires du groupe est porté par la branche bâtiment,
et 30% du chiffre d'affaires est porté par la branche industrie. Nous allons maintenant rentrer dans la présentation de nos 4 branches d'activité et comme le veut la tradition, on va démarrer par Dome Security. Comme vous le voyez, un résultat opérationnel qui peut paraître en partie décevant au regard du résultat de 2021, il est essentiellement expliqué par 4 facteurs. D'une part, un accroissement de notre chiffre d'affaires de 5% entre 2021 et 2022. Et comme vous pouvez le voir sur les tableaux qui sont à droite de l'écran, cette dynamique de chiffre d'affaires a été surtout sensible au premier semestre, puisqu'on a connu un petit 10 millions de croissance de chiffre d'affaires au premier semestre. Par contre, le second semestre, on est au même niveau de chiffre d'affaires, aux alentours de 99 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc la dynamique du marché sur le premier semestre, portée en partie, pas tellement par une hausse de volume, mais plutôt par l'augmentation de nos prix, ne s'est pas retrouvée au second semestre. Ce qui se traduit en partie par un chiffre d'affaires légèrement décevant au niveau de Dome Security, mais cette analyse est à modérer d'un élément qui est plutôt positif. Au 31 décembre 2022, on a 12% de valeur de notre carnet de commandes chez Dome Security supérieure à date à la valeur du carnet de commandes au 1er janvier 2022. Donc on a eu un léger tassement de notre dynamisme de chiffre d'affaires au second semestre qui quelque part se traduit quand même d'une façon ou d'une autre par un petit impact sur la marge brute et notamment le volume de marge brute que nous avons pu collecter. Cette marge brute s'établit à 69% au lieu de 70,2%. Il est clair que toute l'année, on a couru en partie derrière les hausses de prix qu'on a subies et les répercussions auprès de nos clients de ces hausses de prix en augmentation tarifaire. Donc on peut dire qu'on a eu un léger temps de retard en première analyse. En deuxième analyse, je me suis attaché à regarder le niveau de marge brute historique de la branche Dome Security. Et au cours des années précédentes, on avait plutôt une marge brute aux alentours de 69% pour les années 2019 et 2020. Donc voilà, l'objectif est bien évidemment de revenir dans la mesure du possible à ce niveau de marge brute, mais aussi d'avoir une dynamique de chiffre d'affaires qui se maintient pour l'année 2023. Le résultat opérationnel qui passe de 23 à 17, globalement 6 millions de moins, peut s'expliquer en partie par un des éléments que vous voyez en bas de tableau, qui est le niveau d'investissement, qui est à 6,8 millions d'euros, qui fait suite à un investissement déjà assez élevé qu'on avait eu l'année dernière à hauteur de 4,5 millions. Donc on a effectivement décidé de réinvestir dans nos usines pour faire face à la fois à des challenges techniques et d'autre part à la croissance d'activité dans certains de nos domaines d'activité. Et cela se traduit par une hausse de notre niveau d'amortissement de 2 millions d'euros par rapport à 2021. Donc 6 sur les 6 d'écart, 2 sont déjà expliqués par le niveau d'amortissement. D'autre part, nous avons également un certain nombre de provisions que nous avons dû faire sur nos stocks, liées au fait que pour faire face à la demande, tant en composants mécaniques, matières premières, on a pris la position d'augmenter significativement nos stocks, aller au-delà de ceux qu'on commande normalement, en tôle ou ailleurs, et les mesures de prudence appliquées au sein du groupe font qu'on a été amené à passer une provision complémentaire d'un peu plus de 1 million d'euros. Enfin, le dernier écart, bien évidemment, provient pour l'essentiel du 1,2% de marge brute par rapport à 2021, qui fait que globalement, on explique 80 à 90% de l'écart du résultat opérationnel courant. Il y a eu une légère dérive des frais fixes, notamment dans les pays d'Europe de l'Est, où effectivement on a été frappé assez durement au premier semestre par les augmentations de nos coûts énergétiques. Les équipes ont fortement travaillé et ceci est revenu dans l'ordre, tel que c'est indiqué dans le deuxième point des faits marquants, déploiement de plans d'action visant à réduire nos consommations de gaz et d'électricité, voilà, d'une part par des mesures drastiques d'économie d'énergie, le changement de mix d'énergie
et la mise en place de panneaux photovoltaïques. Enfin bref, ceci nous a fortement bousculé au premier semestre, on a été pris à revers, et ça s'est un peu traduit par un accroissement des autres frais et charges, comme on l'avait déjà expliqué à la présentation de nos résultats au mois de septembre. Enfin, on a conclu l'année par l'acquisition de la société Tapkey, spécialisée dans les solutions de contrôle d'accès cloud et de dématérialisation des badges. Donc globalement, ce qu'on peut dire sur Dome Security, un chiffre d'affaires qui a été dynamique au premier semestre, étale au second semestre, une maîtrise malgré tout de la marge brute qui est en partie dominée par le fait qu'on a un peu de retard à répercussion des augmentations de prix qu'on a subies. J'espère qu'au premier semestre 2023, on retrouvera une dynamique de stabilité, voire de croissance de cette marge brute. Et enfin, un certain nombre d'éléments liés à la dérive de nos consommations et de nos frais fixes devraient être sous contrôle pour ce premier semestre. On a plutôt passé un hiver clément et bénéficié des décisions de réduction de nos coûts énergétiques qu'on a implémentées dans nos différentes filiales en Europe du Sud et en Europe de l'Est. Ce qui me permet maintenant de vous présenter rapidement quelques faits marquants qui vont doper le chiffre d'affaires. D'une part, la solution Tapkey. Comme vous le voyez sur la photo, c'est effectivement un système de dématérialisation des clés plutôt à vocation du marché du bâtiment et de la mobilité professionnelle, soit grandes installations, soit petites installations. On va lancer au début de cette année une solution de serrure connectée également à la distribution de clés mobiles, mais pas que, également des systèmes traditionnels pour le marché du résidentiel avec un système d'automatisation d'ouverture de la serrure. On s'est associé avec le groupe Somfy, qui est un des leaders européens de la domotique pour le résidentiel. Donc le produit va être lancé au courant du premier semestre, il est en cours de lancement pays par pays. Troisième chose, on a continué à développer, pour renforcer la notoriété de notre marque, le réseau Dome Keystone, donc de partenaires agréés dans toute l'Europe. On a une croissance de plus de 50, on a plus de 200 serruriers spécialistes en Europe de notre marque, d'autant plus nécessaire que chaque fois qu'on a installé des produits intelligents, cela appelle de la part des particuliers du service avant ou après-vente significatif. On continue à investir de manière massive dans toutes les solutions électroniques permettant de verrouiller des casiers et marchant éventuellement avec des badges et des clés mobiles et des clés virtuelles. C'est assez complémentaire de l'investissement que nous avons fait chez Tapkey. Et enfin, on a une bonne performance de vente globale de contrôle d'accès, puisqu'on a une progression de 11% par rapport à 2021, notamment avec une collaboration de plus en plus forte avec nos partenaires intégrateurs de solutions globales permettant de gérer de manière intelligente le bâtiment, puisque souvent ces systèmes de contrôle d'accès sont interfacés ou connectés à des systèmes de supervision globale des bâtiments, gérant l'électricité, le chauffage, la climatisation, les caméras vidéo, etc. Donc tout ceci, c'est dans ce qu'on appelle globalement cette économie de développement de ce qu'on appelle les smart buildings. Ce qui me permet de faire une transition toute trouvée vers le smart résidentiel avec Damien qui va vous présenter le pôle Mac et le pôle E. Merci. Bonjour à tous. Voilà un peu les principaux faits marquants et les chiffres clés 2002 pour le pôle Mac. Alors avant de commenter les chiffres, je voudrais revenir sur les deux événements majeurs qui ont marqué l'année 2022 pour le pôle Mac, qui font en fait une année de transformation, de transition, afin de préparer le futur, une croissance durable pour le pôle. Donc le premier événement majeur, c'est bien sûr, Henri Morel l'a déjà mentionné, l'acquisition de la société Vaux&Vaux, environ 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en année pleine, plus de 300 salariés au 31 juillet 2022. Contribution au chiffre d'affaires cette année, un peu plus de 20 millions d'euros, comme on l'indique sur le slide. Donc l'intégration se passe vraiment bien, elle vient de démarrer, fin d'année, début d'année 2023, avec le lancement d'un certain nombre de groupes de travail sur les synergies opérationnelles et commerciales, avec déjà des résultats tangibles, comme sur les achats par exemple,
ou alors sur le commercial avec l'intégration de certains produits de Vaux & que Mac n'avait pas au portefeuille et que le marché demandait. Je pense notamment au store de Pergola, qui est un produit très demandé sur le marché, notamment le marché français. Alors le deuxième événement quand même marquant de l'année pour le pôle Mac, qui a commencé d'ailleurs en 2021 également, c'est le déploiement à plein régime du plan stratégique de développement Mac 250 que nous avons lancé en 2021. Alors le plan stratégique Mac 250, on l'appelle toujours Mac 250 d'ailleurs, on réfléchira à un nouveau nom avec l'intégration de Vaux & mais ceci étant dit, je dois dire que l'intégration de Vaux & ne remet absolument pas en cause les orientations stratégiques de ce plan, au contraire, elle les renforce, comme nous le verrons dans quelques slides, sur l'ensemble des décisions qui ont été prises. Alors, ce plan Mac 250 a pour objectif de faire passer le chiffre d'affaires du périmètre historique de Mac de 190 millions d'euros en 2021, comme on le voit, à 250 millions d'euros à l'horizon 2025, avec bien sûr comme deuxième objectif principal l'augmentation significative de la profitabilité. Donc voilà, c'est un plan qu'on a lancé, qui a 4 volets, comme on le verra dans quelques minutes, et qui bien sûr implique un certain nombre d'investissements, de 25 à 30 millions d'euros d'investissements d'ici 2025, dont on voit une partie significative déjà dès 2022, on le voit sur les chiffres, environ 10 millions d'euros dépensés cette année en investissement industriel, on verra à quoi. Voilà, donc c'est quand même un événement aussi important qui a impacté l'exercice 2022. Autre élément qui a impacté l'exercice, ce sont tous les coûts exceptionnels liés à Mac 250 de l'ordre de 5 millions d'euros et liés à tous les projets qu'on a en cours, par exemple des dépenses de déménagement d'activités ou de machines qui ne sont pas amorties, en tout cas immobilisées. On a aussi des dépenses informatiques, des dépenses de rationalisation de gamme ou alors des dépenses aussi de conseil dans le cadre de la négociation des accords collectifs. Voilà, donc vraiment un impact de 5 millions d'euros. Alors si je reviens rapidement aux chiffres, et je vais aller un peu plus vite maintenant, donc le chiffre d'affaires a progressé de près de 40 millions d'euros à 232 millions d'euros en 2022. Donc la moitié à peu près, c'est le Vaux & comme on l'a déjà dit. L'autre moitié, c'est de la croissance organique de l'ordre de 9,5% sur le périmètre historique et tirée essentiellement par les hausses de prix qu'on a passées aux clients. En effet, les marchés sont plutôt restés porteurs sur la partie fenêtre, menuiserie et fermeture, volets. En revanche, les marchés ont été un petit peu plus en retrait sur la partie store, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc, ce qui explique que la croissance organique est quand même tirée majoritairement par les hausses tarifaires. La marge brute s'est érodée de l'ordre de plus de 3 points sur l'exercice 2022. Comme pour nous, mais dans une plus grande mesure, on a été quand même très fortement impacté par les hausses de matières premières et on a un petit peu couru derrière les hausses de prix auprès de nos clients. Il y avait un excellent article hier dans Les Échos sur le marché de la fenêtre où un des représentants syndicaux des producteurs de fenêtres faisait part de la difficulté de ses adhérents, donc de tous les producteurs de fenêtres, à faire passer les hausses intégralement auprès des clients et donc on a été rattrapé par le même phénomène. Pour revenir au résultat opérationnel courant, donc il est en baisse de 4 millions d'euros. Donc ça, c'est le résultat bien évidemment de l'érosion de la marge brute. 3 points, c'est quand même près de 6 millions d'euros en moins sur le résultat opérationnel courant. Il a été aussi impacté par les coûts exceptionnels de Mac 250 dont j'ai déjà parlé, les fameux 5 millions d'euros, qui sont des coûts divers et variés. Enfin, il a été impacté, comme pour Dôme, par une hausse de la provision sur stock, suite à la politique très volontariste que l'on avait eue sur les stocks, pour se prémunir de la pénurie et des hausses de prix. Donc la hausse des provisions sur stock sur l'exercice représente à peu près 1 million d'euros, donc qui a impacté globalement le résultat opérationnel. Et tout ceci malgré une performance opérationnelle plutôt satisfaisante, avec une bonne maîtrise à la fois de notre masse salariale sur l'exercice en ratio, et aussi une bonne maîtrise des autres charges externes récurrentes. Voilà, donc sur le graphe de droite, vous voyez un petit peu le premier semestre et le second semestre. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et le bleu clair en fait que vous voyez, c'est le chiffre d'affaires hors Vaux. Voilà, donc je passe maintenant, je voulais rentrer un peu plus dans le détail sur le plan Mac 250. Alors rassurez-vous, je ne vais pas commenter tout ce qui est écrit sur ce slide, vous pourrez y accéder via le site internet, mais je voulais rappeler un peu les principes et les idées derrière le plan de Mac 250. Donc c'est un plan stratégique de développement du chiffre d'affaires et de la profitabilité lancé en 2021, qui était assez classique dans sa structure. C'est d'abord un constat, un diagnostic, ensuite une vision et enfin un plan d'action et des recommandations. Alors rapidement sur les constats, qu'est-ce qu'on a dit lorsqu'on a analysé un peu les marchés du pôle Mac
et d'ailleurs des marchés de nouveau et nouveau, c'est que nous sommes, heureusement d'ailleurs, nous sommes sur des marchés qui sont structurellement très porteurs et au cœur des enjeux d'aujourd'hui. La protection solaire, le réchauffement climatique, le confort, la sécurité, tous ces marchés, tous les produits de MAC sont autour de ces marchés, en tout cas de ces dynamiques-là, et donc c'est plutôt un point positif. L'autre point positif, c'est que le pôle MAC s'appuie sur des fondamentaux extrêmement solides, comme la qualité de ses équipes qui la composent, et la dédication, enfin l'engagement de ces équipes-là. Des bons produits, le pôle MAC a des bons produits, et ça c'est reconnu par nos clients dans toutes les enquêtes que l'on fait. Et enfin, on a bien sûr donc un fonds de commerce et une base clientèle et des marques reconnues. Donc ça c'est vraiment tous les points positifs. Un des sujets qui est vraiment clé dans notre activité, c'est le service à nos clients, ce qu'on appelle l'OTIF, donc le taux de service à nos clients. Et ça, c'est un sujet sur lequel on se doit d'être parfait. Nous sommes dans des métiers où le service à nos clients est primordial, comme dans beaucoup de métiers. Mais je rappelle que notre clientèle est constituée d'artisans installateurs. Et il est donc très important pour eux, à ces artisans installateurs, d'être livrés en temps et en heure avec des produits de qualité. Donc ça, c'est quand même un des éléments clés. Donc, comme on l'a dit, l'objectif de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires, amélioration sensible de l'EBITDA. On devra bien évidemment maîtriser nos coûts et bien sûr accompagner la croissance avec un plan de recrutement efficace et qui permette aussi de retenir les talents. Alors, donc voilà, ça c'était le diagnostic, la vision a été définie et les plans d'action. Alors maintenant, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail de ces plans d'action. Donc la mise en œuvre de MAC 250, elle s'articule au cours de 4 piliers que l'on voit ici. Je commence par le premier, alors je ne vais pas tout détailler encore une fois, mais c'est pour vous donner une idée. Le premier pilier, c'est autour du contrat social. On a voulu pérenniser, apaiser aussi et maintenir un contrat social avec les collaborateurs et bien sûr les organisations syndicales. Et donc ce contrat social pérenne passe par une harmonisation de tous les accords collectifs que l'on avait au sein de l'entreprise, du pôle, et aussi par la mise en place de la convention collective de la métallurgie, qui est quand même l'activité dominante du pôle MAC, et ce n'était pas le cas partout. Donc ça c'est en cours, où c'est déjà fait à 90%, et donc ça a bien avancé. Le deuxième pilier important, c'est le programme d'excellence opérationnelle. Donc, je l'ai déjà dit, pour être bon dans nos marchés, pour pouvoir croître, il faut qu'on soit bon opérationnellement, qu'on livre en temps et en heure. Et donc ça va nous occuper énormément aussi dans les années à venir. On a déjà largement commencé et on va continuer dans cette voie. Troisième pilier, et ça c'est un point hyper important aussi qui d'ailleurs a pesé sur les dépenses cette année, enfin en 2022, c'est le système d'information performant. Donc après avoir réfléchi pendant le plan MAC 250, nous avons décidé d'opter pour la mise en œuvre, l'implémentation de la suite logicielle Infor-LN Cloud pour ce qu'on appelle le couple ERP, donc ça c'est l'outil de gestion de l'entreprise, et le configurateur qui nous permet de configurer nos produits sur mesure. Donc ça c'est une décision assez forte prise en mars 2022. Voilà, donc on a maintenant opté pour l'ensemble du pôle MAC pour la solution Infor-LN. Voilà. Cette solution sera renforcée par des briques logicielles, si tant est que certaines fonctionnalités ne peuvent pas être réalisées par le ERP, on complétera par des briques logicielles. L'idée est de déployer, enfin c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment même d'ailleurs, c'est de déployer ce qu'on appelle un core modèle, donc un noyau de solutions fonctionnelles qui est unique pour l'ensemble du pôle MAC. Tout le monde sera géré un peu de la même manière, avec ses spécificités bien sûr, mais c'est vraiment le déploiement d'un core modèle, avec une gestion de projet et une équipe projet robuste. Donc les premiers sites seront déployés, les premiers sites de production seront déployés en septembre 2023 et décembre 2023. La fin du projet est prévue pour fin 2025. Donc une grosse activité sur la partie système d'information. Et enfin, un schéma industriel efficace. Et là, je vais passer directement au slide suivant pour vous montrer ce qu'on fait à ce sujet-là. Donc, je ne vais pas commenter en détail chaque logo ou chaque symbole de cette carte. Vous avez ici la carte de France avec les 12 principaux sites de production du pôle MAC. Et vous avez en fait ce que l'on a fait déjà, ce qu'on est en train de faire, ce qui va être fait en termes de schéma industriel. Donc, l'idée, c'est de spécialiser les sites, de renforcer les sites, d'augmenter la capacité, de renouveler les parcs machines. Donc, si vous voyez des petites flèches avec des petites lettres dessus, tout ça, ça symbolise ce qu'on a fait en termes de transfert de production. Je donne un exemple. L'usine de Chessy était historiquement une usine de store intérieur. Nous avons transféré l'activité de Chessy vers Saint-Valérien, qui devient désormais l'unique usine de store intérieur du pôle MAC, du groupe MAC. Voilà, donc c'est la flèche B que vous voyez sur la carte. Et bien sûr, l'usine de Chessy a accueilli une activité qui venait, elle, de Rochetorin. Donc ça, c'est le premier type d'activité que l'on a fait dans le cadre du schéma industriel.
Vous avez aussi de la rénovation de locaux sociaux, quasiment sur tous les sites. Il était important pour certaines de nos usines de rénover les vestiaires, les douches, les locaux sociaux. On a bien sûr réaménagé des lignes de production. On a aussi, et je vais citer les 3 principaux, étendu, construit de nouveaux bâtiments pour faire face à la croissance. Ça a été vrai au Reux, en Bretagne. Ça a été vrai aussi à Boussac et aussi à Saint-Valérien, pardon, donc j'y reviens, celui où nous avons accueilli l'activité de Chessy. Donc voilà, donc des constructions de nouveaux bâtiments, 2 sont terminés, 1 est en cours, des investissements machines quasiment sur tous les sites, de la rationalisation de gamme, et dans un deuxième temps, un peu plus tard, on réfléchira à ce qu'on appelle des études d'internalisation. Peut-on, sous réserve que ce soit profitable, bien évidemment, et qu'on ait les compétences, internaliser certaines étapes de la chaîne de valeur pour améliorer encore la profitabilité du groupe. Voilà. Des investissements, comme je l'ai dit, prévus de l'ordre de 25 à 30 millions d'euros, 10 millions cette année. Alors, pour vous montrer que tout ça est du concret, quelques photos déjà des principales réalisations à ce jour. En haut, à gauche, l'usine de store intérieur de Saint-Valérien dans l'Yonne. Donc vous voyez le nouveau bâtiment, une photo qui n'est pas très représentative de l'aménagement et du réaménagement et des lignes de production. En haut, à droite, l'usine de Chessy, qui a aussi pu bénéficier d'un certain nombre d'investissements, une ligne de laquage, de peinture, pour nos profils, et enfin une table de coupe de toile. L'usine de Chessy est désormais dédiée aux stores coffres, ce qu'on appelle les stores extérieurs coffres, ou les scrims. Et enfin, en bas, 4 photos qui illustrent les travaux qui ont été faits dans notre usine de fenêtres aluminium du Reux, en Bretagne, avec l'extension d'un nouveau bâtiment, un centre d'usinage, des centres de débit, des scies pour couper les profils, et enfin des panneaux solaires, toujours dans notre optique de plan de transformation et de réduire nos consommations énergétiques, ou en tout cas d'utiliser des énergies renouvelables. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé là-dessus, donc vous avez accès aux détails dans la présentation, mais c'était quand même pour nous important de revenir sur ce plan MAC 250 qui a quand même eu un impact non négligeable sur cette année 2022, qui est une année de transformation et de transition. Je passe sur le pôle NEJKF, où je vais être un petit peu plus concis. Donc le chiffre d'affaires est en bonne progression. Il passe de 118 millions d'euros à 129 millions d'euros. C'est une croissance organique de 9%, tirée par les volumes. On a eu plus de projets en 2022, notamment des gros projets qui sont un peu revenus, et bien sûr tirés également par les hausses tarifaires. Alors les marchés restent assez porteurs en Europe, partout en Europe, dans toutes nos filiales et dans toutes les zones géographiques. Et c'est illustré par la prise de commande qui est quand même soutenue, avec plus 13% de prise de commande par rapport à 2021. Et les résultats, malgré un second semestre qui a été record en termes de facturation, comme on peut le voir sur la droite, 75,8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le second semestre versus 68,3 l'année dernière. Donc malgré un second semestre record en chiffre d'affaires, on a un carnet de commande qui est historiquement haut à 58,6 millions d'euros. Donc c'est une performance honorable. On est à plus 40 versus décembre 2021. La marge brute s'est bien stabilisée, elle est restée stable à 49,5, une légère érosion, ce qui montre la capacité des équipes à passer auprès de nos clients les hausses de prix que l'on a reçues de nos fournisseurs, donc c'est plutôt une note positive. Et une autre note positive, c'est que le résultat opérationnel courant a progressé à 8 millions d'euros. Donc, en raison d'une bonne maîtrise à la fois de la masse salariale, mais aussi de nos charges externes, des autres charges externes, malgré l'inflation. Le résultat a été cependant pénalisé par 2 sujets au Danemark. Tout d'abord, un surcroît d'investissement lié aux investissements d'amortissement, lié aux investissements récents au Danemark, dont les machines que nous avons installées, donc un surcroît d'amortissement, et la mise en place, comme nous l'avions déjà annoncé, de la solution business centrale pour le RP du Danemark et de la Pologne chez JKF, qui est en cours, dont le go live était il y a 2 jours et qui s'est bien passé, le tout pour un montant de 1 million d'euros, donc à la fois le surcroît d'amortissement et les effets du projet de mise en place de l'ERP. 2 derniers faits marquants que je voulais mentionner, toujours dans notre optique de préparer le futur. D'abord sur la R&D, où nous avons au sein de NEJKF, plutôt partie France, regrouper tous les collaborateurs qui travaillaient sur des sujets R&D au sein d'un pôle innovation homogène, structuré et en action, et quelques innovations sont en cours de développement au sein de ce pôle. Donc voilà, c'est un mouvement un peu important pour aller encore plus vers l'innovation. Et enfin, un élément très clé dans nos métiers, c'est bien le savoir-faire de nos entreprises, le savoir-faire technique. Nous avons créé et ouvert ce qu'on appelle la NEJKF Academy en France pour la capitalisation du savoir
savoir, bien sûr, la formalisation du savoir et pour la formation interne de nos jeunes collaborateurs. Nous sommes quand même, comme dans beaucoup d'entreprises, en phase de transition entre une génération qui part à la retraite et une nouvelle génération qui arrive. Il était important pour nous de capitaliser ce savoir et voilà, de former nos jeunes ressources. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important auquel nous attachions beaucoup d'importance. Je crois que j'ai à peu près tout dit, donc une belle progression du chiffre d'affaires, un résultat opérationnel courant en progression. Quelques infos diverses et variées sur le pôle NEJKF, donc 2 investissements significatifs au Danemark. Le premier toujours dans le cadre du plan de transformation et de réduction de nos consommations énergétiques, l'installation le démarrage de l'installation de récupération de la chaleur issue du process de production, ce qu'on appelle la chaleur fatale en français. Et en l'occurrence là, c'est la chaleur issue de la peinture, des fours de peinture, qui permet de chauffer l'usine et qui à terme permettra de réduire la consommation de gaz de 50%, donc c'est quand même un élément important dans notre objectif de réduire notre empreinte carbone. Et enfin, un deuxième investissement chez NEJKF Danemark, que je voulais citer, qui est l'investissement d'un robot collaboratif universel qui est intégré à un système de soudure, la programmation par apprentissage. Alors c'est quoi la programmation par apprentissage? C'est qu'en fait on explique au robot, en le mimant, en prenant le robot et en le mimant, en bougeant, je ne sais pas si ça se voit très bien sur la caméra ce que je fais, les gestes à réaliser sur les pièces de soudure, et après le robot répète ces mêmes gestes. Ça rappelle un peu les macros Excel d'il y a 20 ans où on faisait exactement pareil, en mimant les gestes qu'il fallait faire. Voilà, c'était pour montrer aussi l'évolution de la technologie, pour à la fois automatiser les tâches, mais aussi pallier parfois au manque de ressources humaines pour le recrutement. Enfin, rapidement, 2 projets de clients significatifs. Le premier, c'est dans l'optique des Jeux Olympiques 2024 en France. Donc, c'est la refonte complète de la gestion de la distribution électrique du Stade de France, ce qu'on appelle la gestion technique électrique ou GTE, par la filiale NEJKF Automation. Donc, vous avez une photo du stade, mais pas de l'installation électrique qui était un petit peu moins sexy à montrer. Et enfin, un autre projet, la réalisation d'une installation de dépoussiérage de 2 fours dans une fonderie de recyclage d'aluminium. Voilà, c'est pour montrer qu'on est aussi au cœur des enjeux d'aujourd'hui, parce que de plus en plus, nous faisons des projets dans l'économie circulaire et le recyclage. Voilà, j'en ai terminé sur ce long discours. Je repasse maintenant la parole à Henri Morel. Je vais finir donc par le dernier pôle, MMD, donc qui regroupe les filiales Barrican, Cipriani et Steriflow. Comme vous le voyez, un chiffre d'affaires qui est plutôt étal, puisqu'on est aux alentours de 60 millions, comme l'année dernière, ce qui ne veut pas dire que l'activité n'a pas été forte et dynamique, puisque vous le voyez, on a une forte prise de commande pour le pôle Barrican, notamment au 2e semestre, ce qui préjuge d'un chiffre d'affaires pour 2023 assez dynamique, puisque nous avons fait 100% de prise de commande de plus qu'en 2021. Cipriani, qui est également dans le même domaine d'activité des échangeurs, a connu également une forte croissance avec une prise de commande sur l'ensemble de l'année de plus 22%. Ce marché a été également dynamique, comme vous le voyez en termes d'effets marquants, pour notre filiale Steriflow, qui a connu un 2e semestre assez dynamique, même si le 1er semestre a été assez stable. Mais comme vous le voyez, on a plutôt connu, dans le graphe qui est à droite, un S1 en retrait pour l'ensemble de nos activités, avec des éléments de variation, mais quand vous le faites en consolidé, on est plutôt en retrait de 2 millions, et en fin de compte, on a connu un S2 plutôt dynamique, puisqu'on a fait plus 3 millions au second semestre, ce qui l'un dans l'autre fait qu'on est en légère progression en 2022 par rapport à 2021. La marge brute, évidemment, a un petit peu souffert de la hausse des matières premières. On a également souffert parfois, parce que dans ce domaine d'activité, on utilise des aciers ou des inox parfois spéciaux, avec des problèmes de tension sur la disponibilité matière, ce qui a un peu pénalisé parfois la hausse de prix entre les prix retenus pour la cotation et les prix finalement qui nous ont été livrés. Tout ceci n'a pas été forcément facile à gérer par les équipes, mais je crois qu'un certain nombre de mesures ont été prises et on arrive aujourd'hui avec une réduction des tensions sur les matières premières et une amélioration de nos process de contrôle à un meilleur pilotage de la marge brute qui a continué à s'améliorer sur le second semestre et qui, je pense, va être également en amélioration en 2023.
L'ensemble des frais, que ce soit des frais de personnel, des autres charges, et là également, même si on a progressé en termes d'investissement, l'année dernière dans ce pôle, on avait investi 1,1 million d'euros. Cette année, on est à 2,5 millions d'euros. Je vais vous montrer quelques projets qui ont été réalisés dans le slide suivant. On a un résultat opérationnel qui augmente de 2 millions d'euros, ce qui est quand même une performance tout à fait remarquable. Et comme toujours, ce pôle a resté au même niveau de chiffre d'affaires et a pu améliorer sa performance opérationnelle de manière très significative. Félicitations également là aux équipes. Quant aux investissements qu'on tient à vous montrer, on a effectivement investi de manière significative chez Barrican dans une machine à souder par point, puisque le métier principal de Barrican, c'est du formage de la tôle et de la soudure, des machines à cintrer, ses cœurs et ses clés au milieu de ce process des échangeurs. On vous montre également une très belle réalisation de ligne automatique chez un client de stérilisation de légumes. C'est pour vous donner un peu les stérilisateurs qui sont des machines qui permettent de stériliser les produits, sont souvent mis en batterie avec des échangeurs qui assurent la génération de la vapeur à bonne température. Et enfin Cipriani, notre filiale en Italie, qui a investi de manière très importante dans une presse de 6500 tonnes, un investissement de plus d'1 million d'euros, qui a été en partie soutenu par le plan Industrie 4.0 du gouvernement italien. Donc c'était à la fois un investissement nécessaire qui nous permet de former le matin des plaques pour nos échangeurs de plus grande dimension et qui a également bénéficié d'une bonne opportunité d'investissement dans le cadre du plan de relance de l'industrie italienne postérieurement au Covid. Donc globalement, une année solide chez MMD en termes de résultats, solide notamment au second semestre en prise de commande et qui laisse augurer une bonne année 2023. Nous arrivons maintenant à la synthèse. Le chiffre d'affaires, les chiffres que vous avez découverts dans le communiqué ce matin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisqu'une bonne partie sont expliquées par ce qu'on nous a dit Damien et moi dans nos différents pôles. Donc le chiffre d'affaires 629 millions d'euros, une marge brute qui est en retrait de 2 points, un résultat opérationnel courant qui est en retrait de 2 points. Si on devait faire l'explication, elle serait celle-là de manière synthétique, sachant que vous le voyez, les charges personnelles et les autres charges et produits, globalement, sont très maîtrisées au sein du groupe, un peu moins de frais de personnel, un peu plus d'autres charges pour les raisons qu'on vous a expliquées dans les différents pôles. Ces autres charges incluent notamment les coûts exceptionnels de MAC 250, plus d'autres coûts un peu supplémentaires chez Dome Security. Mais globalement, on peut dire dans cette année qui a été très fortement turbulée, notamment au premier semestre, les équipes ont plutôt bien piloté le management des frais fixes. Après ça, on a eu un peu de retard dans le pilotage de l'augmentation de nos prix par rapport aux hausses qu'on a subies dans les matières premières. On a évidemment, compte tenu des baisses de performance de certaines de nos filiales, été amené à provisionner des actifs industriels par rapport aux performances attendues, notamment dans le groupe Dome, qui est celui qui a le plus chuté en termes de résultats. J'ai bon espoir que l'année prochaine, avec l'amélioration des performances des entreprises, ces amortissements d'actifs industriels qui ne sont pas des amortissements de goodwill pourront être repris. Voilà, donc on arrive à un résultat opérationnel de 32,1 millions d'euros, 5,1 contre 7,8. Le résultat des entreprises consolidé est à 21,8, ce qui est le reflet de la baisse de notre résultat opérationnel, et la part du groupe reste à 22 millions d'euros. On a globalement peu de, comme ça est témoigné ici, de minoritaires au sein du groupe, puisque SFPI globalement contrôle peu ou prou l'intégralité de ses filiales à 100%. Le tableau de génération de flux de trésorerie qui vous est présenté, il reflète un peu ce que je vous ai dit. On est à 49 millions de CAF. L'année dernière, on était à 49,3. Donc, si vous voulez, on a généré à peu près le même niveau de cash flow que l'année dernière. La variation du BFR est de 23 millions. Vous le verrez dans le bilan que je vous présenterai après, c'est le reflet de l'accroissement notamment de nos stocks et de nos comptes clients. L'année dernière, on n'avait qu'un accroissement de 6 millions d'euros, donc si vous voulez, on est quand même très significativement supérieur à l'année dernière. Les investissements industriels sont à 22,7, là où l'année dernière, on avait 10 millions d'euros. Donc globalement, entre la variation du BFR et les investissements industriels, on est à peu près au même niveau de trésorerie, avant les coûts financiers générés après, qui s'élèvent à 34,5 millions d'euros. Donc notre cycle d'exploitation modulo les investissements industriels a généré 2,9 millions.
nos dépenses qu'on va appeler financières se composaient d'un programme d'autocontrôle qui fait qu'au premier trimestre, on a encore dépensé 1,6 million d'euros en rachat de titres. On a versé 7,5 millions d'euros de dividendes. On a investi financièrement en achat d'entreprise 33,8 millions d'euros, essentiellement pour Vaux & de l'ordre de 30 millions d'euros et Tapi 4 millions d'euros, en grosse masse. On a un solde net entre les remboursements d'emprunts et la mise en place d'emprunts pour financer à la fois ces investissements financiers et quelques investissements de CAPEX, une somme d'emprunt qui s'est accrue de 8,4 millions d'euros, ce qui nous laisse une trésorerie au 31 décembre nette de ces mouvements de 123 millions d'euros. Notre bilan, donc il est solide. Nos fonds propres s'élèvent à 249 millions d'euros. Nos passifs courants, 95 millions contre 90 millions d'euros. Donc comme vous le voyez, notre accroissement de BFR qui est de l'ordre de 30 millions d'euros, voilà, d'un peu plus de 30 millions d'euros, 33 millions d'euros, pardon, a été essentiellement financé par du prélèvement sur la trésorerie, puisqu'on n'a pas accru nos passifs courants et on a continué à payer tout à fait correctement nos fournisseurs, même si nos stocks ont augmenté de l'ordre d'une vingtaine de millions d'euros, plus une dizaine de, comme c'était montré dans le slide précédent, plus les 10 millions d'euros d'accroissement de BFR venant de l'intégration de Vaux & au 1er août. Voilà ce qu'il y a, donc l'assise financière demeure très solide au 31 décembre 2022. On vous a mis là les chiffres clés. Le seul élément, donc on a une trésorerie nette de nos découvertes qui est encore à 123 millions d'euros. On a des dettes financières à 97,5 qui ont été accrues essentiellement par l'acquisition de Vaux & Et enfin, on a un EBITDA, quand on le regarde, qui est quand même à 57 millions contre 62 l'année dernière, compte tenu de, comme je le disais dans le communiqué, de l'ensemble des investissements qu'on a réalisés, tant du point de vue industriel que du point de vue rachat d'entreprise, pour mettre le groupe en mouvement dans le cadre de cette dynamique globale des marchés que nous connaissons, fait que notre EBITDA a plutôt été fortement préservé. Le plan de transformation maintenant, je vais passer la parole à Sophie qui va vous exposer ce plan de transformation, mais pour vous permettre de respirer un petit peu, on a un petit film.
essayé tout simplement de le faire par lecture de pensée, mais je vois que ça ne fonctionne pas encore, donc on a tout à apprendre ensemble. Donc, enchanté de faire votre connaissance. Donc, je m'appelle Bert Wade, et donc je suis mentaliste, et mon travail c'est de lire dans les pensées. Donc je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Hello everybody, my name is Sylvain Feller, General Manager of Dole Netherlands. Introduce them to the different working floors in our area. Bonjour à tous. Je reprends le sujet pour quelques minutes pour vous présenter notre plan de transformation. Notre plan de transformation, on a déjà eu l'occasion de vous le présenter lors des dernières réunions de SFAF. Il est articulé autour de la notion de responsabilité industrielle, qui est l'ambition que le groupe s'est fixée il y a désormais 2 ans. La responsabilité industrielle, vous avez la définition à l'écran, je vous la redonne parce qu'elle est importante pour nous. C'est le comportement qui permet à une société et à ses salariés d'être performants tout en garantissant la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Elle s'articule autour de 4 piliers qui ont chacun un objectif, qui sont affichés à l'écran. Alors, je vais rapidement vous présenter quelques illustrations du travail qui est mené par nos équipes sur ces 4 piliers. Sur le pilier managérial, on a un gros enjeu de recrutement de collaborateurs, de conservation des savoir-faire et des équipes, et nous avons mis en œuvre une politique qui permet de renforcer le rôle du manager de manière à permettre d'anticiper le turnover. Quelques chiffres clés qui sont aussi les chiffres qui sont publiés dans notre rapport RSE. Donc, groupe SFPI en 2022, avec l'acquisition de Voenvo, c'est 4164 collaborateurs. Voenvo contribue, l'acquisition de Voenvo a permis à 350 personnes de rejoindre le groupe. Sur l'ensemble, indépendamment de ces 380 personnes, les embauches qui ont lieu sur l'ensemble du périmètre en 2022 représentent 574 contrats signés et 675 départs enregistrés. Ça nous donne un taux de rotation, un taux de turnover de 15% qui est en augmentation. L'autre chiffre que l'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est le taux de départ volontaire, qui sont les gens qui ont délibérément décidé de quitter le groupe. Ce sont essentiellement des démissions ou des départs à la retraite volontaire, etc. On est à un peu plus de 50%. Donc un départ sur 2 est lié à une démarche du collaborateur. D'où l'importance pour nous d'anticiper ces départs et d'améliorer la rétention des équipes. Le deuxième pilier, c'est la culture, la responsabilité commerciale. Notre objectif, c'est d'améliorer la connaissance des clients, d'améliorer le service client à tous les niveaux de nos entreprises. L'objectif ici est la satisfaction client. Donc vous le savez, on a décidé de mettre en place 2 indicateurs de suivi du service client, le NPS d'un côté et l'OTIF de l'autre. On mesure la satisfaction client avec le NPS, avec l'OTIF on mesure la qualité et le service. En 2022, 90% de nos sociétés mesurent ces 2 indicateurs. On a une moyenne groupe qui est dans le carré average SFPI, là au milieu, qui est de l'ordre d'un score de 35 pour le NPS, et l'OTIF est à 78,2%. On est un peu en dessous de nos objectifs, puisque l'objectif qu'on a fixé à nos équipes, c'est plutôt un NPS à 40 et un OTIF à 90%. Ça veut dire que 90% de nos commandes sont livrées à l'heure et avec un niveau de qualité satisfaisant. On n'y est pas encore. Pour autant, il y a déjà quelques sociétés dans le groupe qui sont au-dessus des objectifs SFPI. Elles s'affichent à l'écran. Ce sont les 6 sociétés qui sont citées.
Et pour illustrer un petit peu notre propos et tout l'enjeu autour de ce pilier-là, on a mis en place en interne un petit graphe. Alors pour vous expliquer en quelques mots, en haut à droite, vous avez les sociétés qui performent bien, qui atteignent les attentes, qui sont orientées clients, c'est comme ça qu'on les a définies, c'est un peu nos stars à nous, d'où la petite étoile. À l'opposé, il y a des sociétés qui sont un peu moins orientées clients, voire beaucoup moins, qui sont très orientées self-centric, orientées sur elles-mêmes. Voilà, ces sociétés-là doivent améliorer leur performance. Et puis en haut à gauche, on a les sociétés qui sont très bonnes en performance opérationnelle, qui ont un bon niveau de qualité, mais qui ne sont pas très orientées clients. Et donc elles ont un bon antif, un mauvais NPS, on schématise ici. Et à l'opposé, vous avez des sociétés où les gens sont globalement très orientés clients, plutôt sympas, plutôt disponibles, mais qui ne remplissent pas tous les objectifs de qualité. Alors on le dit avec le sourire, mais c'est vrai que c'est un enjeu important pour nous et on a beaucoup d'ambition sur ce pilier-là pour notre année 2023, puisque on peut aussi affirmer assez facilement que les sociétés qui ont à la fois le meilleur NPS et OTIF sont aussi les sociétés qui sont les plus performantes d'un point de vue financier. Et donc on sait à quel point c'est important d'augmenter le service client. Voilà ce qu'on voulait vous présenter sur le pilier commercial aujourd'hui. Le pilier environnemental, qui est le troisième pilier du plan de transformation, on est autour de l'amélioration de notre performance environnementale. Un focus ici qui est sur le bilan carbone. On est très content d'avoir réalisé en 2022 notre second bilan carbone, puisqu'on en avait déjà fait un en cours d'année 2022 sur les chiffres 2021, c'est ce que vous pouvez voir dans la petite frise en haut du slide. Et donc là, le 15 avril, nous avons eu les résultats de notre bilan carbone 2022. Ce bilan, il a été réalisé sur l'ensemble des sites SFPI, en incluant les derniers entrées, Vaux. Il est sur les 3 scopes, scope 1, 2, 3. Et aujourd'hui, on a mesuré nos émissions de CO2 pour l'année 2022 à 326 308 tonnes équivalentes de CO2. Ça fait un peu plus de 80 tonnes par salarié. L'objectif pour l'année 2023, c'est évidemment de refaire et de faire désormais tous les ans cet exercice-là, d'améliorer le baromètre ou le thermomètre pour mesurer toujours un peu mieux avec un peu plus de précision et surtout de diminuer nos émissions de CO2 par collaborateur. De ce bilan carbone et des indicateurs de suivi de la performance énergétique, on a aussi quelques indicateurs groupes qui sont en place, notamment les consommations d'énergie, gaz et électricité, par million d'euros de chiffre d'affaires. Donc entre 2020 et 2022, on a baissé nos consommations d'électricité par million d'euros de chiffre d'affaires, en passant de 49 000 kWh à 42 000. Le gaz, c'est globalement pas eu d'amélioration et cette année, on a initié un travail sur la recyclabilité de nos déchets. Quatrième pilier de notre plan de transformation, un pilier financier dont l'objectif est de mettre en place des standards communs, des outils, des cadres de référence pour permettre aux équipes de travailler toutes de la même manière et un peu mieux et un peu plus facilement ensemble. Le gros projet de la fin d'année 2022 et début 2023 était la mise à jour de notre code de conduite. Il se décompose en 2 parties. Une première partie, un code éthique qui est un petit peu nouveau et qui est diffusé à l'ensemble de nos collaborateurs. Une seconde partie qui est plutôt autour des principes d'action à destination des dirigeants du groupe et membres de nos CODIR. Voilà un document important qui organise notre fonctionnement en interne. Voilà pour le plan de transformation, puisque on est déjà au mois d'avril et que le groupe a continué à travailler ces derniers mois. On veut simplement vous présenter et vous dire un petit mot sur Viro, qui est la dernière acquisition du groupe, qui a été réalisée début mars. Viro est une société italienne basée à Bologne, qui fabrique des serrures électriques et des cadenas. Elle compte 70 collaborateurs et a une filiale en Afrique du Sud.
La société Viro a été acquise pour sa partie business par notre entité Dome Security, pour la partie immobilier par groupe SFPI. Viro, c'est au global 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, essentiellement en Italie, pour les quelques chiffres clés de cette société. Et on en reparlera un petit peu plus lors de la présentation des résultats semestriels. Un petit slide que vous retrouverez qui explique pourquoi nous avons fait cette acquisition. Nous sommes toutes quelques éléments pour vous aider à comprendre. Là aussi, on y reviendra un peu plus en avant la prochaine fois. Voilà nos prévisions pour 2023. Le groupe envisage un chiffre d'affaires annuel de 715 millions d'euros, en incluant évidemment les acquisitions pro rata temporis quand c'est nécessaire. Voilà, prochaine communication financière, ce sera le 21 septembre 2003 pour nos résultats au 30 juin. Et il me reste 2 slides avant de passer aux questions. La cartographie boursière, elle n'a pas changé depuis notre dernière présentation. On est toujours sur une répartition du capital à plus de 60% pour nos dirigeants fondateurs, un peu plus de 21% sur le marché et ensuite d'autres actionnaires pour 10% et 7% d'autodétention. Là non plus, pas de changement majeur. Le conseil d'administration qui s'est réuni hier propose un dividende par action de 5 centimes, ça nous fait un total de 5 millions d'euros. Il sera proposé à l'AG du 16 juin prochain.